Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Alpha, bêta, Charlie. Alpha, bêta, Charlie. Est-ce que vous m'entendez? Après avoir discuté avec Thierry, on en est arrivé à parler de l'alphabet militaire. Alors, dans le fond, je connais quelques notions, quelques codes, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un épisode? Mais au fait, Thierry, c'est quoi l'alphabet militaire? Salut Sylvain, salut tout le monde. Eh ben déjà, je vois que l'épisode va être très important puisque dans les trois lettres que tu as citées, il y en a une qui est fausse. Donc comme ça c'est réglé. Eh ben voilà, mais c'est ça. Voilà, C'est ça allez, qui est bonne bien. journée. Et ça démontre bien que je ne connais pas totalement. C'est quand même et Voilà, c'est alors et c'est improvisé. C'est ça, c'est mon côté un peu surprenant. c'est ça. Donc l'alphabet militaire, alors déjà officiellement, ça s'appelle l'alphabet orthographique international de radiotéléphonie. Et donc c'est un système de communication essentiel où chaque lettre de l'alphabet latin est associée à un mot spécifique, comme tu l'as dit un petit peu dans l'introduction. Et donc, son objectif principal, c'est de garantir une communication claire et précise, et je reviendrai là-dessus, surtout dans des conditions difficiles, quand il y a un bruit de fond, quand il y a des interférences radio, quand il y a des accents différents également, et où certaines lettres peuvent être facilement confondues phonétiquement, comme le M avec le N, le B avec le P. Je fais toujours d'ailleurs très attention parce que quand j'étais gamin, j'avais du mal à faire la distinction entre le M et le N. Ouais, c'est ça. Et puis il y a cette notion un peu d'urgence, c'est-à-dire que si à un moment tu dois être amené à prévenir et citer un nom, un lieu ou quelque chose, bah c'est mieux de ne pas se tromper ou que la personne ne comprenne pas la mauvaise lettre. Exactement. Et on va revenir un petit peu sur tout ça au fur et à mesure de l'épisode. Ouais. Donc du coup, pour entrer un peu plus dans les détails, en fait, il y a différentes versions de cet alphabet et la plus reconnue et utilisée internationalement, c'est l'alphabet phonétique de l'OTAN, qu'on appelle également le code alpha international. D'ailleurs, en parlant de l'OTAN, petit rappel, je fais notre autopub, ça faisait longtemps. L'OTAN, on en a parlé, hein, ça vous parle pas, on en avait parlé dans l'épisode 91. Et puis, comme on parle d'alphabet, j'en profite aussi. On avait fait un épisode, l'épisode 17 sur l'ordre alphabétique. Vous aurez également dans les notes de l'épisode les liens vers les deux épisodes. Voilà, donc ça c'est la petite partie pub, ça fait jamais de mal. Donc l'alphabet de l'OTAN. Alors, j'avais déjà entendu le code Alpha International, pas spécifiquement que c'était rattaché à l'OTAN. Donc tu disais que c'est la version la plus connue. C'est ça, il a été standardisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale et il a été ensuite adopté donc par l'OTAN et d'autres organisations pour uniformiser les communications. Ok, d'accord. Donc concrètement, l'OTAN s'est dit effectivement, on va mettre en place cet alphabet. Comment ça fonctionne dans le cadre de son utilisation? Parce qu'on parle l'alphabet militaire, c'est un peu le titre de l'épisode. Est-ce que c'est utilisé que dans le domaine militaire ou même dans d'autres secteurs? Non, non, donc effectivement, bien qu'il soit souvent appelé militaire, cet alphabet, il est largement utilisé dans de nombreux domaines, tu en as d'ailleurs cité quelques-uns auparavant, où la précision de la communication est cruciale. Évidemment, les forces armées, hein, pour la transmission des messages radio et pour épeler des coordonnées ou des codes. Un peu dans le même style, il y a l'aviation civile pour les pilotes et les contrôleurs aériens, qui est donc à l'origine de cette standardisation. Et puis, tu l'as dit, hein, bien entendu, les services d'urgence, donc pour les pompiers, la police, les services médicaux pour communiquer des informations critiques. Et puis, le domaine civil. Euh, Toi et moi, on a une expérience commune avec les services clients. C'est beaucoup utilisé dans les services clients pour épeler des mots, des noms de famille. Dans le commerce ou bien d'autres situations où il est nécessaire d'épeler un nom, un code ou un numéro clairement au téléphone.
J'ai pensé à l'épisode, par exemple, et je le sais, et je lui dis coucou. Il y a mon fils qui devait me transmettre du coup des codes sur la PlayStation, et c'était assez marrant parce qu'il était à me dire A comme abricot, C comme et puis il cherchait en fait des mots. Donc c'est aussi pour éviter ça qu'il y ait quelque chose de clairement défini. Moi, je t'avoue que il y en a certaines lettres, alpha par exemple, Charlie, que je vais utiliser naturellement. Par contre, le B, je suis capable de te sortir un bêta au lieu de bravo, un Béatrice s'il le faut, tu vois. J'ai pas forcément la notion comme ça. Et c'est vrai que moi, dans mon service clientèle, j'avais pas mal de gens qui l'utilisaient. Et c'est vrai que moi, pas du tout. Donc, il faut que je me mette un petit peu plus quand même. Ouais, et en fait, alors dans ton service clientèle et sans rentrer dans le détail, c'est moins gênant parce que je pense que dans allez 99% des cas, c'est des personnes francophones. Mais Ouais. en fait, une des caractéristiques des mots qui ont été choisis, donc en l'occurrence B, d'ailleurs je l'ai pas dit, en l'occurrence c'est bravo, D, delta, E, écho, etc. En fait, il y a des caractéristiques communes sur les mots qui ont été choisis. Déjà, c'est universellement prononçable. C'est-à-dire que les 26 mots sont censés avoir une prononciation phonétique qui reste reconnaissable et distincte, quelle que soit la langue maternelle ou l'accent du locuteur. Je prends l'exemple de la lettre J, c'est Juliette. Nous, on dirait Juliette à la française. Très certainement, les Anglais diraient Juliette, ou même si on dirait Roulietta ou des choses comme ça, tu vois, ça passerait. K, c'est kilo. Ça, je pense que tout le monde dit kilo. P comme papa, etc., etc. Ouais, c'est vrai que on parle pas spécialement contre français, ça peut permettre de se faire distinguer auprès de tout le monde. Et donc là, effectivement, il y a des caractéristiques. Tu parlais un peu des caractéristiques. Comment ça a été choisi? Est-ce que tu parles là de Juliette ou d'autres? Est-ce qu'il y a des acoustiques parfois distinctes? Il y a des choses qui peuvent aider. Tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu as un petit peu plus de détails? Non, non, exactement. Donc, il y a le fait, donc, comme je disais, universellement prononçable, où on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'on prononce le mot, mais il faut aussi qu'il y ait une distinction acoustique. Et là, c'est assez intéressant, j'ai trouvé. En fait, ils sont choisis pour leur clarté et pour minimiser le risque de confusion, même lorsque la qualité audio est médiocre, hein, on l'a dit, il y a une radio brouillée, un bruit de fond, etc. Et en fait, là où c'est particulièrement intéressant et ça montre que c'est réfléchi, c'est que les sons, donc les voyelles, les consonnes de chaque mot sont très différentes les uns des autres, ce qui permet vraiment de détecter du coup la différence phonétique entre les différentes syllabes et donc de pas avoir des sons trop proches entre les voyelles et les consonnes pour bien pouvoir tout de suite détecter le mot parce qu'on connaît, mais aussi parce qu'on l'entend correctement. Oui, en fait, ça nous pousse à articuler. Et ce qui fait globalement, c'est beaucoup plus audible, effectivement, que d'avoir un mot en fonction des langues, des accents, qui peut être un petit peu mâché et difficilement compréhensible. Oui, et puis il y a beaucoup de mots qui sont des mots standards. Là, j'ai la liste sous les yeux, je vais pas la donner entièrement, mais par exemple pour la lettre T, c'est tango. Bon ben, tout le monde va Tango, dire très connu, tango. très connu. Voilà. La lettre V, c'est Victor. Donc c'est ce genre de choses. H pour hôtel. Bon, sauf les ultra croyants qui vont penser que du coup c'est avec un A, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ah oui, oui, oui. Mais Voilà. Mais donc c'est l'idée générale. Donc prononcé de manière universelle ou quasiment de la même manière, quelle que soit la langue, et donc une acoustique distincte pour pas avoir l'impression de mélanger les mots, de ne pas les comprendre. d'accord, ok, très bien. Alors là, tu nous as expliqué un petit peu l'historique, l'alphabet le plus connu. Je vois qu'on arrive à l'anecdote, à la période des anecdotes, Thierry. Et je me suis posé la question, et je vois que tu y réponds lors de la première anecdote, c'est comment ça se passe en termes de chiffres? Parce que là, on parle de lettres, ok? Mais si je dois dire, voilà, je suis en danger, 3 rue de l'église, par exemple, tu vois, et je dois parler un anglais, voilà, donc comment ça se passe? Exactement. Donc en fait, au niveau des chiffres, alors juste petit rappel, les chiffres, c'est ce qui va de 0 à 9, à pas mélanger avec les nombres. Ça, c'est la petite anecdote dans les anecdotes. Donc en fait, ça se prononce en anglais. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, excepté pour quelques exceptions, en particulier le chiffre 3, qui normalement se prononce 3,
mais du coup qui va se prononcer tree comme un arbre, et c'est pour ne pas être confondu avec free dans certaines langues, parce que du coup entre free et three, tu vois la différence, elle est pas énorme, alors qu'entre tree et free, bah, le T, le F, la prononciation est pas du tout pareille et donc le son sort différemment. Dans la même idée, le chiffre 4, c'est donc pas for, c'est forer, pour ne pas être confondu avec le mot anglais for, F-O-R. Ouais. Le chiffre 5, qui est normalement five, donc on prononce à ce moment-là five ou fif, d'ailleurs, je pense que c'est fif, pour éviter la confusion Fif. avec Ouais. fire, et comme 15 hein, pour 15 et ainsi de suite. Et enfin, le chiffre 9, qui donc normalement est nine, et qui là va se dire niner, et c'est pour éviter la confusion avec le mot allemand nine, qui, vu que tu es bilingue allemand, correspond à non. D'accord. Ok. Donc effectivement, ils ont pris le parti de changer Fower, Niner, Fif, ce qui est pas bête. Tout le monde s'y retrouve. Là, on a parlé effectivement de l'alphabet. L'ancien alphabet, est-ce qu'il y a avant cet alphabet-là, ça fonctionnait comment? Parce qu'on n'a pas parlé toujours de Tango, par exemple, de Charlie. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui existait? Oui, absolument, et ça sera la dernière anecdote en fait. Euh, Avant donc cet alphabet dit militaire, c'était remplacé par des villes. C'est vrai que ça paraît plus naturel. Donc du coup, en fait, c'était l'Union internationale des télécoms qui avait un premier alphabet phonétique, c'était dans les années 20, qui utilisait donc des noms de villes, A comme Amsterdam, B comme Baltimore, C comme Casablanca, D comme Danemark. Bon, en l'occurrence, du coup, c'est un pays. Et pour autant, ce système, il a finalement été abandonné parce que les noms des villes étaient trop facilement mal prononcés ou confondus suivant les langues d'origine, surtout que les villes, il y a des traductions des noms des villes. Je prends le premier exemple qui me vient en tête. Nous, on va parler de Londres, mais le nom officiel, c'est London. Donc, Hmm. du coup, ben, c'est un Anglais, il va dire London. Potentiellement, on va pas savoir de quoi il parle. Et donc, bah ça prouve que même un système standardisé, bah, ça peut échouer sans une rigueur phonétique maximale. Et donc, c'est pour ça qu'ils en sont venus à définir l'alphabet qu'on a parlé bah, tout au long de cet épisode. D'accord. Ok. Bah tout ça est très bien organisé, très pratique. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que tu as d'autres infos? Tu m'as dit que c'était la dernière anecdote. Je présume qu'on peut passer après le générique aux différentes infos complémentaires. Absolument. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré d'une main de maître par Thierry. Là, il nous a parlé d'un épisode sur l'OTAN. Il y a encore tout un tas d'épisodes. On est maintenant, Thierry, à plus de 120, 121, 122 épisodes, plus de 2 ans en tout cas, de sujets à trouver, à vous faire partager. Et je te laisse, Thierry, parler de la suite de nos réseaux. Absolument, largement plus de 2 ans. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 122. On a d'ailleurs régulièrement des nouveaux abonnés, donc je les salue. S'ils peuvent venir d'ailleurs sur notre serveur Discord, je vais en parler dans un instant. En tout cas, si vous nous découvrez, bah déjà merci. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Et c'est pas le cas de tous les podcasts. Encore ce matin, j'ai voulu écouter un podcast, et ben, il était sur aucune des applications. Je devais écouter sur le site, du coup, je l'ai pas écouté. Le lien vers notre chaîne YouTube, parce qu'il y a des gens qui m'avaient signalé il y a longtemps qu'ils préféraient écouter par YouTube, donc on y est. Notre compte X, anciennement Twitter. J'essaye depuis quelques semaines, une fois par semaine, les week-ends, de ressortir des épisodes pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui l'auraient raté ou qui s'en souviendraient pas. Et puis notre page Facebook. Et puis enfin, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!